l'Alsace. La genèse du livre, c'est 1 an et demi de travail et dans un premier temps de conversation entre Olivier Picard et moi à Paris, à peu près toutes les semaines, pour constituer la matière du livre, la matière première. Et on a abordé des sujets qui paraissent importants, qui sont des sujets d'actualité et qui le sont peut-être encore plus aujourd'hui, à la veille de la campagne présidentielle et de la campagne législative qui va suivre. Ça concerne l'accueil des réfugiés, enfin des demandeurs d'asile, ça concerne le franco-allemand, l'Europe, la construction européenne, ça concerne la fonction de maire, avec la question du cumul des mandats, enfin toute une série de sujets qui reviendront dans la campagne électorale. Je pense aussi à la question identitaire, qu'il s'agisse d'identité régionale ou qu'il s'agisse d'identité nationale par rapport à l'Europe et au reste du monde. Toutes ces questions figurent dans le livre. Et au fond, ce livre, c'est une sorte de, non pas évidemment de testament, puisque j'ai encore 3 ans à exercer mes fonctions à la ville de Strasbourg, et après j'ai indiqué que je passerai le relais à d'autres, enfin d'autres viendront et continueront le travail, puisqu'il y a une continuité des collectivités publiques, quelles que soient les alternances politiques éventuelles. Le mouvement, la méthode s'est un petit peu accélérée à la fin de 2016, parce que mon éditeur a pensé que si on voulait s'adresser au niveau national et pas seulement au niveau local, il fallait effectivement qu'on le sorte avant la campagne électorale proprement dite. Donc on s'est mis à mettre au clair, Olivier Picard et moi-même, l'ensemble de ces réflexions avec quelques petites touches sur ma vie personnelle, à commencer par le premier chapitre, que si vous ne l'avez pas lu, je vous laisse le soin de le découvrir. J'avais déjà parlé des circonstances de ma venue au monde dans un livre précédent, qui s'appelait L'Alsace et la gauche, et j'ai repris au fond ces circonstances, dont je n'ai pas de la mémoire, puisque ça date des premiers jours de ma vie en 1945, et qui m'ont été rapportées par ma marraine, qui m'a expliqué dans quelles circonstances j'ai survécu, alors que peut-être j'aurais pu mourir à ce moment-là, quelques jours après ma naissance. Donc c'est à la fois un livre personnel, mais enfin pas sur ma vie qui m'intéresse que moi-même, mais plutôt personnel au sens de mes réflexions sur des sujets d'actualité. Et quand je rencontre aujourd'hui des concitoyens qui me disent « Mais monsieur le maire, moi j'ai toujours voté à gauche, maintenant qu'est-ce que je dois faire ?» Je dis « Écoutez, je sors un livre, si vous voulez vous pouvez l'acheter, ou je peux vous le dédicacer si vous le souhaitez. Je donne mon point de vue sur ce qui se passe. C'est mon point de vue à moi. Alors, il est marqué, enfin ces réflexions sont marquées par une grande liberté d'expression. Je n'ai pas de perspective, de souci de réélection, par conséquent je n'ai pas à me dire oui mais un tel ou tel groupe, comment va-t-il réagir à ce que je dirais. Donc je critique aussi bien des ministres en exercice que des opposants. Dans le livre il y a à un moment donné une référence à ce qui s'est passé au lendemain des attentats de Nice, où j'étais vraiment horrifié, je le dis, horrifié par les déclarations de M. Estrosi, qui n'est pas maire de Nice, premier adjoint, mais enfin bon, le lendemain matin de l'attentat, oui, mais la police nationale n'était pas assez présente, la police municipale était davantage présente, etc. Très franchement, j'ai trouvé ça complètement insupportable. Et je le dis dans le livre, mais je parle aussi de Harlem Désir, par exemple, à un moment donné, Harlem Désir, secrétaire d'État aux affaires européennes, qui est quand même pas très très présent, on va dire, à Strasbourg au moment des sessions. Je lui ai proposé
avoir un bureau à Strasbourg, payé par la ville de Strasbourg, avec une assistante pour qu'il puisse, lors de ses venues à Strasbourg, avoir pignon sur rue à Strasbourg, prévu dans le nouveau palais des Congrès. Oui, mais non, tu comprends, il faut que j'aille à l'Assemblée nationale, il faut que j'aille au Sénat, etc., etc. J'ai trouvé ça aussi insupportable. Donc voilà, c'est la liberté de ton, c'est pour ça que ça s'appelle le temps de la liberté. Et j'ai mis en épigraphe un texte de Montaigne. Je l'ai traduit en français d'aujourd'hui, mais le texte précis, c'est « Je suis si affadi après la liberté que quiconque m'interdirait l'accès de quelque coin des Indes, j'en vivrai aucunement plus mal à mon aise. » Ce qui veut dire « Je suis si amoureux, si épris de liberté, que si quelqu'un voulait m'interdire l'accès de quelque coin des Indes, où j'ai pas envie d'aller, au XVIe siècle, ça m'était quand même un certain temps pour aller aux Indes, j'ai pas envie d'y aller, mais savoir que quelqu'un me l'interdit me met un peu plus mal à mon aise. Je trouve cette formule, elle résume au fond l'esprit dans lequel j'ai écrit ce livre. Il y a une autre citation qui est d'un écrivain que j'ai beaucoup aimé, qui peut-être est à l'origine de mon itinéraire politique personnel, c'est Thomas More. Thomas More, lui, il indique que le pilote d'un navire ne quitte pas le navire face à la tempête parce qu'il ne maîtrise pas les vents. Donc l'idée, c'est que même dans les temps difficiles, et surtout dans les temps difficiles, il est important de rester, je dirais, dans sa fonction, dans son métier. C'est ce que j'ai fait. J'ai annoncé effectivement que je ne me représenterai pas en 2020 et que d'autres viendront. J'ai l'âge de passer le relais. Voilà, alors ça c'est pour, si vous voulez, deux ou trois thèmes. Ce que je suggère peut-être, c'est qu'on en prenne d'autres hein, qui sont dans le livre, mais peut-être... Oui, parce que si je peux me permettre pour compléter vos propos, effectivement, moi je travaille pour la maison d'édition, si on peut retenir deux maîtres mots, je dirais, dans la construction effectivement des thématiques qui vous tiennent à cœur, que vous mettez en avant, je dirais c'est ouverture, parce que même si vous revenez sur un temps fort au sein de la région Alsace, à la tête de la ville de Strasbourg, ce n'est en rien de mémoire ou un testament politique que vous livrez ici. Il y a vraiment une dimension d'ouverture à la fois sur la présidentielle, sur les enjeux à venir du XXIe siècle pour la ville, pour l'Europe, pour la France. Et puis le terme, je dirais, sans être trop ronflant, intégrité. Intégrité par rapport aux missions que vous avez accomplies, intégrité par rapport justement à votre positionnement idéologique, par rapport au PS aussi, et à la politique menée. Voilà, vous disiez que vous ne mâchez pas forcément vos mots avec vos adversaires, mais aussi avec vos amis de votre famille politique. Et vous avez vraiment voilà, cette liberté de ton, tant dans les sujets que dans la forme aussi avec laquelle vous abordez les choses. Donc c'est vrai que le chapitrage du livre que vous trouvez au début donne un petit peu... la matrice des thèmes qui sont développés à chaque fois et qui s'articulent très très bien entre effectivement la jeunesse franco-allemande, la construction européenne, la question de l'identité et puis plus largement les questions de frontières, de mobilité, de transport aussi qui vous tiennent à cœur. Et peut-être que voilà, je vous laisse éventuellement peut-être questionner ou alors on peut peut-être en développer certains. Oui, c'est désolé, mais nous, le livre est arrivé à Paris. Donc autant vous dire qu'on le découvre maintenant. Ah. Donc c'est embêtant. Oui, c'est vrai. Il est arrivé à Paris. Au service 20 minutes à Paris. Donc... je l'ai envoyé effectivement à la rédaction nationale et effectivement, il n'est pas arrivé jusqu'à la rédaction locale. Mais si vous voulez, on peut peut-être reprendre le sommaire. Hein, j'ai parlé du chapitre 1, l'enfant des deux rives. Vous savez, je ne suis pas psychanalyste, mais
je suis né le 11 janvier 1945, ce qui ne me rajeunit pas, mais le 11 janvier 1945, vous savez, je suppose, c'était l'opération Nordwind, qui a vu les dernières troupes les plus jeunes allemandes reconquérir ce côté du Rhin, alors qu'elles avaient été chassées par les Alliés de l'autre côté. Elles sont revenues et elles ont réoccupé le nord de l'Alsace, précisément au moment où le jeune Joseph Ries avait besoin de sortir du ventre de sa mère. Et le jeune Joseph Ries, c'est mon premier prénom, Roland, et le prénom usuel. Et bien, il est arrivé dans une cave, parce que la population était incitée à descendre dans les caves pour se protéger des obus des Alliés qui étaient à Hatten, une quinzaine de kilomètres, et qui bombardaient évidemment les troupes allemandes qui étaient revenues. Alors, je ne sais pas si ça marque, ça je ne peux pas le dire, mais en tout cas, c'est là que j'ai ouvert les yeux sur le monde, et c'est là que j'ai échappé à la mort dans les circonstances que je raconte dans le livre, puisque j'étais à la cave, et au bout de quelques jours, ça devait être le 15 ou le 16 janvier 1945, il y avait un soleil magnifique, un grand froid, et ma marraine, qui avait 17 ans, mon père étant évidemment malgré nous, on ne savait pas où il était, a dit à ma mère, mais il faut que ce gamin quand même il puisse voir le soleil, est-ce que je peux le sortir? Alors, bien sûr, elle l'a sorti, et c'est un officier allemand qui lui a dit in den Keller, zurück, sofort, redescendez à la cave. Et alors, ils ont redescendu. Et cet officier allemand a été fauché dans les minutes qui ont suivi par un obus allié. Il est mort. Et il est au cimetière de Niederlauterbach, mon village de descente. C'est quand même extraordinaire. Alors, je ne sais pas si ça va marquer pour la vie, c'est rien, mais ça a dû laisser des traces quelque part, ces circonstances-là. L'autre élément, alors j'en parle pas de celui-là dans le livre, mais j'en ai parlé dans le précédent, c'est, enfin je parle quand même de Thomas More et des utopistes. Quand j'ai passé l'agrégation en 1968, c'était au programme de l'agrégation, les utopistes. Platon, Thomas More, Thomas Campanella, l'italien, et puis il y avait Fénelon aussi, et puis Fourier, enfin il y avait une série d'écrivains utopistes. Et à la réflexion, je pense que ça m'a marqué. Le dernier chapitre est d'ailleurs consacré à l'utopie. Je pense que quand on est en responsabilité au niveau où je suis, on ne peut pas faire que de la gestion. Il faut faire de la gestion. Mais il faut aussi injecter une dose, en tout cas de vision ou d'utopie dans l'exercice de cette mission. C'est ce que j'ai essayé de faire dans les années 90 avec le tramway dont vous parliez tout à l'heure, dont j'étais le porteur politique aux côtés de Catherine Trottmann à l'époque. C'était pas facile quand même, cette période. La plupart des réunions publiques que je faisais, c'était 90 ou 95% d'opposants qui étaient là, notamment Ilkirch Grafenstaden. À l'époque, il y en a même qui m'ont dit, écoutez, monsieur Crissot est bien sympathique, mais franchement, votre truc là, c'est un instrument du 19e siècle et vous voulez nous faire entrer dans le 21e siècle avec un mode de transport du 19e siècle. On va passer un compromis. Vous faites votre tramway à l'extérieur de Strasbourg et puis vous construisez des parkings à Strasbourg. C'était des choses que j'ai entendues, quoi. À l'époque, il y avait une vision quand même de la ville. Pas juste, on rajoute un tramway à la ville existante, on repense la ville, et notamment les circulations urbaines, à partir de là. Voilà. Donc il faut de temps en temps de l'utopie, de la vision, pas toujours complètement partagée au départ, c'est le moins qu'on puisse dire, mais sinon on n'avance pas. Roland, tu m'excuseras si je te tutoie, parce qu'on a milité ensemble au SNES pendant des années. Jean-Claude Meyer. Voilà. Et donc, on va revenir au présent, là, le plus urgent peut-être.